Vous écoutez Procrastination, épisode 6. On a le temps. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Donc dans cet épisode, nous allons parler des temps de narration, mais aussi du temps de la narration. Fréquemment, le temps de narration, on pense au roman classique, imparfait, passé simple, avec Il était une fois, ou le conte d'ailleurs introduit par Il était une fois, et les temps de narration sont traditionnellement au passé, donc nous racontons une histoire qui s'est déjà déroulée. Mais ce n'est pas forcément. Donc ça veut dire que le temps du récit, le temps où l'histoire se déroule, n'est pas le même que le temps où l'histoire nous est racontée. On nous raconte quelque chose qui est déjà achevé. Mais ce n'est pas forcément le cas, on va en parler aussi. Il peut y avoir des récits qui se déroulent au présent, on a un peu parlé aussi avec, notamment avec Mélanie dans l'épisode précédent. Et également, le temps de la narration n'est pas forcément le temps de la lecture. Une scène d'action va en général être narrée de façon plus lentement que l'action en elle-même. Échanger un coup, ça se passe en une fraction de seconde, mais le temps de lire une phrase, il peut déjà s'en être échangé 15. Et inversement, dans la science-fiction épique à grande envergure, si on dit 3 milliards d'années plus tard, normalement, la lecture doit se passer un peu plus vite que le temps de l'histoire, sinon, ma foi, on va avoir du mal. Oui, c'est vrai que le roman, la nouvelle, est toujours dans l'anachronie narrative. On accélère le mouvement, on ralentit le mouvement, des fois on stoppe, on fait des ellipses, il y a toujours ces mouvements de va-et-vient, et en fait c'est ça qui fait la dynamique aussi. Tout à fait. Du récit. Parce qu'on a besoin de ces ruptures. On a besoin de ces ruptures parce que sinon ça peut être monotone. L'usage du temps de la narration, du temps des temps de narration et du temps de la narration, participe de façon intégrante du rythme et donc de la mise en scène et donc de l'effet qu'on veut rendre. Et c'est peut-être ça qui explique aussi quand le nouveau roman avait essayé de revenir vers un respect de la chronologie, où le temps d'arrêt équivalait au temps de l'histoire, ça a été un peu une impasse historique, quoi. Tout à fait. Sur les temps de narration, donc juste peut-être pour donner une notion de base, en général, le temps de narration le plus courant, ce qu'on pense, c'est imparfait, passé simple. Bob sirotait un whisky quand on frappe à sa porte. Donc l'imparfait est plutôt dans la durée, le passé simple est plutôt dans l'action ponctuelle. Parfois on peut transposer passé simple en passé composé. Bob sirotait un whisky quand on a frappé à sa porte. Le passé composé prenant la valeur du passé simple, mais ça peut entraîner tout un tas de problèmes. On l'a vaguement évoqué la dernière fois aussi, où le nous peut devenir extrêmement malaisé à manipuler. Nous à l'âme, ça passe à l'écrit en fonction du personnage, s'il est plus ou moins érudit. Quelqu'un qui parle de façon plutôt argotique et dit nous à l'âme, ça va coincer. Plutôt nous sommes allés, on est allé. On peut également avoir la narration au présent. Le grand exemple qui me vient en tête forcément, c'est Transparence d'Heyerdahl, qui est un sacré tour de force puisque le bouquin est entièrement écrit au présent et ça fonctionne très bien, mais il y a quand même toute une maîtrise narrative derrière de l'utilisation de ce présent-là qui est assez parce que c'est écrit à la troisième personne si ma mémoire est bonne et c'est pas aisé à manier, mais voilà. Mais le présent rend une sorte d'immédiateté qui fait qu'on colle plus au personnage, en fait. C'est aussi un moyen narratif. Ça fait partie des moyens narratifs, en fait. On est dans sa tête au moment où l'action se passe. Littéralement, on n'a pas ce décalage que le passé simple va apporter. Voilà, exactement. Qui est, quand on est dans le passé, on est déjà implicitement dans un temps du conte, quelque part. Tout à fait. Il était une fois. Voilà. Et on est peut-être dans Il est jamais une fois. Il était toujours une fois. On est peut-être dans une situation dont on connaît déjà les conséquences, alors que le présent, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans la scène d'après. Ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des grands effets de Lovecraft. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de textes chez Lovecraft qui commencent par je dois coucher ces mots sur le papier car il gratte déjà à ma porte, ou alors car je sens que la folie va guetter, ou alors parce que j'ai un revolver chargé sur la table et que je vais me faire sauter le caisson à la fin du texte et il faut que je vous raconte ce qui est trop horrible.
Voilà. Il a Ça, quand en même plus, le temps d'écrire son texte. voilà. Ça, en plus de ça, Lovecraft joue sur l'identité auteur-narrateur, Tout à fait. qui rend le présent encore plus urgent. Voilà. Complètement. Alors on évoquait dans l'épisode précédent, notamment toi Mélanie, le lien entre le point de vue et le temps de narration. Donc toi tu es fréquemment en jeu. Il y a un effet concernant le fait du jeu utilisé au passé qui est un point auquel il faut prêter attention, qui est si je raconte une histoire qui s'est déjà terminée, cela veut dire que j'ai survécu. Et cela peut potentiellement désamorcer un effet de suspense important dans la narration. Le protagoniste principal va-t-il survivre s'il est là pour nous raconter l'histoire? Ou la question est peut-être à la limite comment. Et on déplace l'intérêt, ce qui peut être très intéressant. Je pense que ça me fait penser un peu à ce que disait Hitchcock sur l'histoire de la bombe qui est placée sous la table. Est-ce que le spectateur sait que cette bombe est là? Ou si d'un seul coup la bombe explose, elle nous prend par surprise? C'est pas du tout le même effet. On attend de savoir ce qui va se passer, ou on attend de savoir comment ça va se passer, ce qui parfois crée un suspense encore plus fort. Exactement, même si on remonte à la tragédie grecque, dès le début de la tragédie, on sait que ça va mal se passer. Ils sont tous morts. Voilà, mais l'intérêt c'est de savoir comment ça va se passer. Comment tu le sens? Comment tu choisis toi ton temps de narration? J'ai tendance à pas le choisir, c'est-à-dire que déjà par défaut, la plupart de mes textes sont à la première personne. Et la plupart du temps, un temps va s'imposer en fonction de qui est mon personnage, dans quelle situation est-ce qu'il est placé. Et effectivement, est-ce que je raconte l'action au moment où elle arrive? Est-ce que je me place après? C'est souvent ça qui va dicter finalement. Et c'est aussi, j'ai tendance à aller beaucoup vers le présent pour cette immédiateté que je recherche, mais que je recherche aussi en me mettant dans la peau du personnage. Après, j'ai envie de dire que c'est pas un effet calculé, c'est peut-être un besoin personnel. Mais tout va dépendre du moment où mon personnage se place dans le fil narratif. Est-ce qu'il se place après ou est-ce qu'il se place vraiment dedans? Tu calcules pas l'effet, quoi. Du coup, je calcule pas. J'ai tendance, mais de toute façon, dans l'écriture, à fonctionner de manière très très instinctive, et c'est après seulement que je comprends ce que j'ai fait. Oui, ça émerge, c'est ce que voilà. La nature même des scènes va aussi déterminer la vitesse avec laquelle on progresse. On a tendance à faire des ellipses à la fin des chapitres ou au début des suivants, parce que ça va faire partie aussi. Les ellipses vont faire partie d'un découpage. Et ça va permettre d'isoler des scènes les unes des autres. Donc on peut tout à fait jouer avec le récit sommaire, l'ellipse, ou au contraire la pause, quand l'histoire est racontée très lentement et le narrateur prend son temps, mais la narration ne progresse pas du coup. Avec le cœur des scènes où l'histoire peut être racontée simultanément, où le temps de l'histoire équivaut au temps de la scène. J'ai envie d'ajouter d'ailleurs ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut tout à fait passer d'un temps à l'autre à l'intérieur d'une scène. Et je pense notamment à une scène d'action, par exemple, où d'un seul coup tout s'accélère, ou au contraire un effet pour ralentir. On peut passer d'une narration au passé à une narration au présent, où d'un seul coup le personnage panique, ou ne panique pas d'ailleurs. Tout s'accélère et le temps de narration va... quelque part, on vivait l'action de manière un petit peu distancée, peut-être un peu plus posée, et d'un seul coup quelque chose se précipite, et le changement de temps va induire ça. Mais voilà. Mais il y a, en fonction des auteurs, on peut avoir une sorte de fréquence comme ça, des scènes rapides ou des récits sommaires. Et par exemple, chez Herbert, à partir du moment où qu'il y a un récit lent, en fait, dans Dune, ce sont des récits qui sont soit en pause, soit où l'histoire est racontée simultanément. Donc ce qui se passe dans la scène, c'est à peu près équivaut au temps de lecture, parce que chez Herbert, ça correspond à une vision du monde en même temps. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où les décisions ont été prises au cours de la scène, il n'y a pas besoin de les raconter dans l'action. Et donc il y a très peu de scènes d'action, par exemple. Tout à fait. Alors vous avez vu ce qu'on a fait? On est passé du temps de narration au temps de la narration, parce que tout ça derrière, c'est des effets de mise en scène. Quelle est la mise en scène alors soit comme dans ton cas, Mélanie, c'est un effet de mise en scène qui émerge à mesure d'ailleurs, c'est probablement une boîte de Pandore derrière, c'est-à-dire qu'on pourra aborder, planifier ou ne pas planifier, se jeter dans l'écriture ou pas, auteur, architecte ou jardinier. Mais derrière, il y a aussi la gestion du rythme de la narration en soi, l'accélérer au moment de la scène d'action, ou bien passer sous silence des ellipses, des choses qui sont pas forcément, genre 3 milliards d'années plus tard.
Ce dont on n'a pas parlé encore, c'est les retours en arrière et les événements qui vont se produire, donc les analepses et les prolepses, qui est une manière, pour le coup, on ne varie pas le rythme, on déconstruit l'histoire. On va prendre des morceaux qu'on va mettre ailleurs. Et là, il y a des genres littéraires qui se sont construits là-dessus. Une intrigue policière joue sur l'analepse, joue sur les retours en arrière, puisqu'on va essayer de reconstituer une énigme, donc une suite d'événements qu'on ne connaît pas, qui se sont passés mais qu'on ne connaît pas, et donc on va essayer de reconstituer ce film. Tout à fait. Et ces effets-là peuvent être prévus a priori ou donc être décidés a posteriori. La gestion de ce rythme-là, donc je crois que Laurent avait une liste plus ou moins de techniques temporelles que tu as plus ou moins déjà évoquées, donc l'ellipse, tu disais. Alors il y a le récit sommaire, donc le récit sommaire c'est par exemple la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est du récit sommaire. Donc ça va résumer en fait, ça va résumer l'histoire d'une certaine manière. Là on est où l'histoire est racontée rapidement, ce qui donne un effet d'accélération dans les deux cas. Dans le cas de l'ellipse et du récit sommaire, on peut avoir donc la description et la scène où là on est à vitesse normale en fait. Oui. Et puis sinon il y a le ralenti ou la pause où l'histoire est racontée lentement. Donc par exemple ça c'est quand le personnage va analyser ce qui lui arrive, ou il va ressentir, mais de ressentir de façon profonde, et là l'auteur va se concentrer sur le ressenti. Et là en général ça fait du coup ça va dilater le temps forcément. Et je dirais cette temporalité est un des premiers et des façons les plus simples et d'une façon les plus fondamentales à la fois de gérer le rythme du récit, je pense. De le ralentir à un bon moment pour laisser les personnages souffler, par exemple après une scène d'action, si les personnages ont besoin de souffler, et le lecteur aussi. C'est pas forcément par le fait que les personnages vont à un moment se barricader dans une maison et discuter le bout de gras et se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Je pense le temps de la narration et la temporalité est aussi géré par la gestion de l'information. La quantité de détails qu'on va donner, mettons simplement la longueur des phrases va redonner organiquement et mécaniquement un temps de narration plus posé. Alors que dans une poursuite en voiture, c'est pas le moment de repasser en revue l'arbre généalogique des personnages et leurs réflexions sur ce qu'ils ont mangé la veille. L'accélération du rythme de la narration va aussi passer par la longueur des phrases, par le nombre de détails qui vont être donnés, et ça émerge là aussi organiquement de la gestion de l'information. Entre guillemets, c'est un défaut que j'ai souvent vu dans des textes de débutants, c'est de ne pas savoir travailler sur cette variation du temps, et notamment d'avoir une scène d'action ou bien un personnage confronté à quelque chose de terrifiant et autre, et à la limite le personnage s'arrête et prend 10 minutes pour décrire ce qu'il nous voit. Et j'ai eu des fois à apprendre justement en atelier d'écriture que non, à ce moment-là on n'a pas le temps, à la limite on revient après pour réfléchir, mais on ne s'arrête pas pour décrire en entier le monstre qu'on a sous les yeux s'il est sur le point de nous dévorer. On revient sur ce que tu disais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur aussi le fait que voilà, le personnage est véhicule. Donc à partir du moment où un choc par exemple va arriver, le personnage il se propulser dans le point de vue du personnage, et donc on revient à ce que aussi notamment toi ce que tu disais sur le lien entre temps, temporalité et point de vue. Ce qui arrive au personnage est quelque chose de choquant, il n'a pas le temps de l'analyser, donc se laisser guider par le personnage en tant que véhicule va nous donner les clés pour mettre en scène cette action-là. Cette action-là, c'est qu'il est choqué, il n'a pas le temps d'analyser ou de réfléchir. Peut-être son premier réflexe, c'est de partir à toutes jambes, et il va peut-être analyser les choses a posteriori. Ce qui, aussi, organiquement, nous donne un effet sur le lecteur, puisque ce choc qu'il va ressentir, finalement, est peut-être va peut-être créer plus d'impact sur le lecteur, parce que on ne sait pas, justement, quelle est cette horreur qu'il va voir. C'est le fameux indicible cher à Lovecraft. Et peut-être que là on a une boîte de Pandore, c'est gérer justement l'horreur et la surprise. Un des techniques les plus je sais plus, je crois que c'était King qui disait c'est peut-être pas lui, mais la chose la plus terrifiante, c'est d'être un téléphone qui sonne au milieu de la nuit alors qu'il n'y a pas de raison. On ne sait pas. Ce qu'on craint, c'est ce qui va peut-être arriver derrière. Mais bon, ça nous entraînerait plus loin. Ça pourrait être Robert Bloch aussi. Oui, tout à fait.
Pour terminer, une petite citation. Donc, merci Laurent. Citation de Daniel Pénac, qui nous entraîne ouvre l'horizon sur les questions de temporalité. Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez de procrastiner et allez écrire.